Hey! Salut tout le monde! Allô la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé, qui est accompagné aujourd'hui de Annabelle. Bonjour Annabelle. Salut Pépé, comment ça va? Ça va super bien toi? Ça va bien. Cool. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour un petit one-shot d'horreur, d'ambiance et pas trop quoi, là. J'allais dire un autre adjectif horrifique, mais on va se limiter à deux. Et dans le fond, aujourd'hui, on est là pour un one versus one, un DM, un joueur, chose que j'apprécie beaucoup faire. Chose que j'ai pas encore eu l'occasion vraiment beaucoup de faire avec Annabelle, excepté dans une partie de Bélier. Donc, Ouais. je suis vraiment content de refaire cette expérience-là avec toi. Oh, Une mais petite moi partie. aussi. Ben oui. En plus, tiens, on se fait Oh, un petit Call of Toulouse. Hein? Parce j'adore. que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, un petit Call of Toulouse. C'est un scénario préfet que j'ai pogné que j'ai pogné, en gros québécois, là. Je veux pogner. Poignet. J'ai pris sur Drive-Thru RPG et que j'ai modifié un peu pour le bien de mon scénario, puis le bien du scénario, puis la fluidité de la chose pour les gens qui sont curieux d'aller voir par après le scénario. Ça se nomme The Cat Cut Collection. Et c'est un scénario qui est monté et qui a été fait pour être joué avec un DM et un joueur ou joueuse comme ici présent. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ah, ok, cool. C'est comme le premier scénario que je vois qui est spécifiquement un pour un de Call of Toulouse. Fait que j'étais curieux de voir. Et effectivement, vous allez comprendre dans le déroulement de celui-ci comment et pourquoi, dans le fond, c'est spécifique à un seul joueur, un seul DM. Je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, on connaît tous ta relation avec l'horreur, là. Visiblement, t'es un Oui. très grand fan. Puis, c'est c'est moi qui ai monté tes capsules de comment animer l'horreur que Ah, tu avais faites en oui. octobre. Fait que Eh oui. moi aussi, je suis rendue que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Fait Hmm. que je suis excitée qu'on fasse ça ensemble, toi et moi. Oui, pour le vrai, c'est cool. Je suis vraiment Ouais. content. Je suis vraiment content. Puis, te connaissant, étant une actrice de formation et tout ça, je suis persuadé que tu vas avoir le ressenti émotionnel qui va bien paraître au courant de cette aventure. Surtout si je fais exprès pour me mettre à crier à des moments où est-ce qu'on s'y attend pas pour que tu puisses faire le saut. Mais non, pour le reste, je suis vraiment content de faire ça. Puis effectivement, merci de faire référence à ces capsules-là que je vous encourage fortement à aller voir si jamais vous n'avez pas vu au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo. C'est des capsules que j'ai faites au courant du mois d'octobre qui décortiquent différents types d'horreurs à animer dans des parties de jeux de rôle et des outils, dans le fond, que vous pouvez utiliser pour pouvoir les animer. Puis je vais assurément en refaire d'autres automne prochain, lorsqu'on Yay! va retourner en octobre. Juste pour préciser, le jeu est fait pour du Call of Toulouse 7e édition, mais puisque je suis un sale anarchiste, je prends comme à l'habitude Cthulhuac, qui est mon système préféré pour animer du Call of Toulouse, et que le système qu'Annabelle aussi a déjà joué, fait qu'on est tous les deux très familiers avec le style, avec le genre, et on se lance ainsi dans l'aventure. Es-tu prêt, Annabelle, à plonger? Absolument. À plonger, parfait. Moi aussi, je suis prêt à plonger. Fait qu'on se lance avec une petite musique pour débuter le tout. Nous sommes tard dans la soirée, au cœur des archives privées du Bristol Museum. Vous trouvez et commencez à lire un texte apparemment non catalogué, enfoui au plus profond de la collection du révérend Alexander Cathcart, qui est un géographe et explorateur de l'époque. L'ouvrage, manifestement très ancien, est écrit par un moine catholique anonyme. Façonné dans une écriture fleurie d'une variante latine difficile à analyser, le texte est parfois ponctué de dessins fantastiques et d'annotations de bêtes draconiques et de ce qu'il prétend être l'esprit divin entrant dans le corps de l'élu. C'est un travail tellement dense et compliqué qu'il vous a donné un léger mal de tête au cours des dernières heures d'études et vous étudiez depuis l'ouverture du musée à 8 heures du matin. Depuis 8 heures, en fait, le matin. Annabelle, ton personnage se nomme Riley. Mhm. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce Riley? Euh, Riley, c'est un étudiant qui a toujours l'air d'un étudiant. Je OK. sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je l'imagine vraiment, ben, c'est un jeune homme, en fait, avec
la craque, les cheveux bien lichés, par en arrière bien gelés, des montures, des lunettes à monture un peu large qui remontent constamment sur son nez, probablement un petit blazer en tweed brun avec des patchs sur les coudes. Pour être sûr que pendant toutes ces périodes de lecture, accoudé sur la table, son blazer ne se froisse pas. Toujours sur lui un petit calepin avec un crayon à mine rempli de notes, de questions, de choses qu'il va rechercher dans d'autres ouvrages plus tard. Très silencieux, très discret. Connaît bien le bien vivre dans une bibliothèque ou dans un musée de ce genre. Parfait. Pour les gens qui se demandent d'où provient ce jeune homme, eh bien, Riley est un étudiant de la Miskatonic University, qui est une université dans la petite ville de Arkham aux États-Unis et est présentement en échange étudiant pour ses études à Bristol, où il est présentement, au moment où on se parle, penché par-dessus quelques ouvrages, dont ce fameux livre provenant de la collection privée de Catcoot et qui est justement analogué sans titre ni rien. Et lorsque le musée commence à fermer pour la journée, tu décides, Riley, de glisser le livre relié en cuir sans titre et couvert de poussière dans ta sacoche pour continuer à l'étudier dans ta chambre que tu as louée, ou plutôt qui a été louée au Royal Hotel, puisque tu as vraiment la bourse nécessaire, la bourse scolaire nécessaire pour pouvoir vivre de cette vie. Et pendant la marche glaciale du retour à l'hôtel depuis le musée, nous sommes en plein mois de novembre, fin novembre, début décembre, une lourde neige épaisse et bien collante commence à tapisser autour de toi. Tu traverses le Park Street en direction de l'eau et ta tête commence à être de plus en plus douloureuse suite à cette longue journée d'études. On sait tous un peu c'est quoi ceux qui sont allés justement faire des études, que ce soit au cégep, ou à l'université ou même parfois au secondaire, là, des moments de lecture qui durent toute la journée et qu'à la fin de celle-ci, là, vous avez vraiment le cerveau en bouillie, confus, là, c'est brouillon dans votre esprit, les mots se mélangent et on a de la difficulté à vraiment comprendre tout ce qu'on se dit. À un certain point, ce qu'on lit n'avait plus vraiment de sens. Et c'était seulement une suite de lettres qui s'interchangent sans vraiment de direction claire. Et c'est ainsi que tu marches un peu la tête, tu sens vraiment l'espèce de petit battement au niveau de ta tempe. Tu te sens désorienté, tu commences à ressentir des migraines depuis que tu as traversé en fait la rivière, on va dire, en direction de ton logement. Le médecin que tu avais rencontré à ton arrivée à Bristol t'avait prescrit des pilules pour des soulagements de symptômes au cas où ce genre de choses-là arriverait, parce que tu le sais que tu es un peu plus sensible à ce genre de mal de tête, surtout pour des étudiants qui sont penchés quotidiennement au-dessus de certains ouvrages. Et la douleur s'intensifie au fur et à mesure que tu te frayes un chemin à travers les couloirs labyrinthiques de l'hôtel jusqu'à ta chambre. En tremblant, tu récupères la clé de ta porte de tes poches. Au moment où tu la glisses à l'intérieur de la serrure, tu croises du regard au bout du couloir, une espèce de long couloir où s'enchaînent plusieurs portes menant à différents appartements. Tu croises un homme que tu connais comme étant l'espèce de concierge, homme de chambre de l'étage que tu as déjà croisé autrefois, M. Henry Jameson. Un individu a l'air quand même assez sympathique, souriant, chauve et très banal, si ce n'est qu'il souffre de ce qu'on appelle de l'hétérochromie, c'est-à-dire qu'un de ses yeux est vert et l'autre est bleu. Son œil gauche est vert, son œil droit est bleu. Et lorsque tu le croises, il te fait un grand sourire. Il te demande, il fait une espèce de... Vous allez bien, Riley? Ah, oui, merci de me le demander. Je suis juste un peu fatigué de ma journée. Je vais aller me reposer, je crois bien. Il n'y a pas de problème, c'est OK.
il retourne à ses tâches. Là, il est en train de passer le balai derrière justement les grandes taches d'eau et de slush qui se sont accumulées suite... oui, j'ai utilisé le terme bien québécois de slush. Qui se sont accumulées dans le fond derrière toi et aussi derrière les autres habitants de l'endroit. Tu rentres la clé, comme je le mentionne, dans la porte, dans la serrure de la porte, tu tournes la poignée, tu rentres à l'intérieur, tu la refermes derrière toi en barrant pour être sûr. Et tu te retrouves ainsi dans la chambre, ou plutôt ton appartement, qui est divisé de plusieurs petites pièces, comme tu le sais déjà. Et tu as vraiment cette espèce de douleur-là qui vient te cogner à tes tempes. Ça commence à être un peu assourdissant. Il est encore tôt quand même, peut-être 18h, 19h la soirée. C'est obscurci, tu allumes les lumières. Et là, je vais te poser une question importante, Riley. Oui. Où est-ce que tu déposes, en fait, ton espèce de sacoche dans laquelle tu as tes livres, dont le livre sans nom que tu as transporté? Où est-ce que tu déposes les clés de l'appartement? Et où est-ce que tu déposes ton manteau également? Ben, en regardant le plan de la chambre que j'ai ici, puis que j'imagine qu'on voit aussi à l'écran, là, oui. Dans le corridor, il semble avoir une genre de petite table. Oui. Bon, parfait. Je déposerai mes clés là. OK. Très bonne habitude à avoir, de toujours garder ses clés au même endroit, près d'une porte. Et je me dirigerai ensuite vers la pièce principale, où je déposerai mon manteau sur une des chaises à la table ronde. Oui. Et le sac là-dessus aussi. Parfait. Parfait. Donc, tu déposes tes objets là. Tu as vraiment pour faire une petite description de l'endroit en général. Vous voyez que le plancher, c'est un espèce de tapis un peu rouge, quasiment rouge, un peu presque brun bois. Là. Ça s'approche vraiment plus de la couleur du brun que du rouge. Les murs sont faits également en espèce de bois un peu plus je dirais, clair, éclairci. Tu vois qu'il y a les fauteuils et les divans ainsi que la couverture du lit sont d'une espèce de couleur un peu vert menthe. C'est pas du tout un endroit qui est, je dirais, pour la base noblesse. Je veux pas, ça a coûté assez cher, mais c'est pas grave. C'est pas du tout toi qui l'as payé, c'est des bourses scolaires, donc c'est pas grave à ce moment-là. Autour de toi, tu vois également différentes commodes, différents fauteuils d'amis, cette espèce de petite table ronde justement où tu peux mettre ton équipement. Tu as également aussi un petit bureau, une espèce de petit secrétaire qui est accoudé devant une fenêtre avec une chaise. Tu peux t'asseoir pour lire au besoin. Tu vois également qu'il y a un gigantesque miroir qui est situé vraiment dans la chambre, on dit la pièce principale. Au fond de celle-ci, il y a un grand miroir qui est beaucoup trop grand et beaucoup trop vieux, qui a vraiment l'allure d'être venu d'une autre époque. C'est vraiment un miroir qui ne date pas, on va dire, de conception récente. Victorien un peu. Ouais, un peu plus victorien, avec des belles fioritures sur les côtés et qui a été accoudé tout simplement sur le bord du mur, directement sur le sol. Ça rappelle presque un peu les miroirs qu'on a dans dans les salles de danse, là, de ballet, des choses comme ça. Mais celui-ci est vraiment comme détaché, mais il a été comme placé sur le sol accoudé et ça fait en sorte que lorsque tu te croises dedans, lorsque tu te vois, tu as vraiment quasiment une vue d'ensemble de la pièce dans laquelle tu te trouves. Okay. Et outre ça, dans la pièce principale, je te dirais que ça ressemble un peu pas mal à ça. Il y a, bien sûr, il y a une espèce de commode pour pouvoir mettre, que ce soit du linge. Le sofa, je l'en ai parlé, et ça ressemble pas mal à ça. Si tu jettes un coup d'œil à l'extérieur, tu peux voir la petite route sur laquelle tu as emprunté pour te rendre jusqu'à cette chambre-ci. La neige continue à tomber en gros flocons bien presque cotonneux. Et tu peux apercevoir les lumières de quelques lanternes qui s'éclairent la nuit alors que des passants vêtus de grands manteaux marchent, traversant ici des zones d'ombre pour ensuite retourner dans la lumière des différentes lanternes. Nous sommes, parce que je ne l'ai pas dit, ce serait bien de le mentionner, nous sommes le début décembre, fin novembre de l'année 1926. Et Riley, qu'est-ce que tu fais?
En ayant le mal de tête que j'ai en ce moment, je vais probablement me diriger vers la salle de bain où j'imagine j'ai laissé ma prescription. Absolument. Pour me servir un grand verre d'eau puis me prendre un comprimé. Parfait. Tu rentres dans la salle de bain. Tu vois que l'endroit est vraiment immaculé. Le sol, c'est des alternances de tuiles en forme de diamants qui sont soit blanches ou noires, qui sont vraiment tapissées sur le sol, et ainsi que sur les murs. Tu vois qu'il y a une petite odeur un peu florale, presque florale froide, qui reste suspendue dans les airs, comme si entre les différents habitants de l'endroit, du logement, il y avait tout le temps des gens qui venaient déposer comme des fleurs qui venaient se sécher pour justement laisser passer leur odeur, et ensuite ils les enlevaient avant que le prochain locataire arrive. Tu vois qu'il y a un grand lavabo en porcelaine qui est très, 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 très propre. Brillant même, parce que tu peux te percevoir déformé à l'intérieur de celui-ci, dans la courbe. Tu peux voir qu'il y a également un grand miroir au-dessus du lavabo qui est lui aussi très, 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 très propre. Il y a une espèce de métal poli sur les côtés où tu peux l'ouvrir, ou est-ce qu'à l'intérieur, il y a justement des petits, on va dire, éléments de toiletterie ainsi que tes médicaments en question. Et à ta droite, il y a bien sûr le bain, qui est aussi une douche avec un espèce de grand rideau fermé qui est également d'une propreté immaculée. Tu prends tes médicaments. C'est une sorte que tu connais bien. Tu t'es pas fait prescrire quelque chose de nébuleux ou de risqué. Là. Tu les prends, et au moment où tu les avales, tu sens vraiment l'espèce de pression qui descend un peu à ta tête. Là. Tu vois que ça, tranquillement, l'espèce de on va dire, ton battement de cœur que tu sens dans tes tempes ralentit pour finalement disparaître. Ça fait du bien d'un côté. De l'autre côté, tu te rends compte que c'est quand même... on dirait que c'est comme si ça ne ferait que, on va dire, changer le mal de place en quelque sorte. Ce n'est que temporaire. Et je vais te demander ainsi, s'il te plaît, de me lancer un jet de constitution. C'est-à-dire, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas combien fonctionne Cthulhu Hack, c'est basé sur le système de Black Hack. En fait, ce qu'Annabelle va faire, elle va lancer un D20 et doit avoir en dessous ou égal de sa caractéristique de constitution, qui est présentement, si je ne me trompe pas, de 12. Je crois. Exact. Parfait. Alors, j'ai un 1 naturel, donc c'est une bonne réussite. Parfait. La game est finie. Je m'endors paisiblement jusqu'au lendemain matin. Jusqu'au lendemain matin. Tu prends ton médicament et tranquillement, là, justement, on va dire la dose fait son effet et tu te sens reposé quand même. Tu as vraiment l'impression que tes idées se mettent en place, tout devient un peu plus clair. Et tu as on va dire, des segments de l'ouvrage qui revient un peu en tête, celui que tu as commencé à lire déjà, qui est sans titre et sans auteur, qui faisait partie de la collection de Capcout. Et tu te rappelles qu'il y a certains segments qui, on va dire, te titillaient un peu parce que je ne veux pas que tu es présentement en échange d'étudiants, pas en échange d'étudiants, mais tu es présentement à la session à l'étranger pour des études universitaires, justement en philosophie ainsi qu'en religion. Tu as eu l'opportunité de pouvoir jeter un coup d'œil à on va dire, à une collection quand même assez inestimable d'un grand collectionneur qui a accumulé avec les années de nombreux ouvrages, de nombreux artefacts qui ont une certaine valeur. Mais celui-ci, par contre, tu n'en avais jamais entendu parler. Puis tu n'en as jamais vu. Puis c'est aussi pour ça aussi que tu es parti avec. Au final, tu es peut-être la première personne à pouvoir comme jeter un coup d'œil dans ce livre-là depuis de nombreuses années. Mm-hmm. Moi, j'aimerais savoir maintenant que ton mal de tête a commencé à diminuer, qu'est-ce que tu fais? Ben, je retournerai probablement à la salle principale où j'ai déposé mon sac et mon manteau, puis je m'assoirai à cette table-là où je considère que je suis peut-être plus confortable qu'au secrétaire. Puis je replongerai peut-être dans le livre pour repasser sur des segments qui justement me titillaient. Donc, je ne vais pas nécessairement continuer ma lecture, mais plus comme repasser sur des passages
que j'aurais lu vers la fin de la journée, que j'ai peut-être moins mémorisé, que j'ai peut-être moins compris. OK, parfait. Ça me va. C'est drôle, je vais faire ça, une parenthèse avant qu'on embarque dans beaucoup plus intense. On dirait qu'on joue comme à genre Silent Hill, l'espèce de phase où tu fais juste comme te déplacer dans un lieu, puis là, tu prends des objets. Là. Ça me donne vraiment ce feeling-là. Mais OK, parfait. Fait que tu t'en vas à la table, et tu t'installes en fouillant ici dans ta grande sacoche où tu as plusieurs livres et tu sors le fameux ouvrage de la collection qui est sans titre, sans auteur, sans rien. Et tu le rouvres et tu recommences ainsi ta lecture à l'intérieur de celui-ci en essayant de déchiffrer, décortiquer certains éléments que tu aurais pu mieux comprendre maintenant que tu as la tête un peu reposée, que tu t'es oxygéné aussi le cerveau en marchant à l'extérieur et tout. Fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander, s'il te plaît, un jeu d'intelligence alors que tu commences la lecture. Échec. Échec. Parfait. Tu commences à le lire et tu vois que le texte que tu as sous les yeux daterait d'environ peut-être 13e siècle. Ça parle de la dualité de l'homme en général. Vraiment, le livre en soi, c'est une espèce de mélange entre du vieux anglais que tu as déjà appris, ainsi qu'il y a certains segments qui sont en latin aussi que tu as appris également à l'école. Et il y a vraiment des passages qui vont vraiment vouloir parler de, on va dire, je dirais pas de la synchromité, mais je dirais vraiment de l'absence de nuances. On va dire vraiment le côté, le bien et le mal. Et tu vois vraiment des phrases du genre vrai ou faux, lumière ou sombre, bien ou mauvais. Il n'y a pas vraiment de différence dans celui-ci. On est au final que le reflet d'un miroir, en fait, le reflet de deux miroirs qui sont face à un de l'autre devant, on va dire, la conception que Dieu a voulu faire de nous. Et tu continues à lire un peu l'ouvrage en essayant de comprendre. Et c'est vraiment là, c'est bizarre parce que je parle aussi en expérience personnelle, là, quand tu commences à essayer de lire quelque chose qui est définitivement beaucoup plus loin que ta compréhension dans ton écriture, et tu lis, puis rapidement, le mal de tête te reprend. Là. Tu vois que tu as essayé quelque chose. Là. Tu t'es dit, OK, peut-être que je suis reposé, je vais réessayer un peu. Et tu recommences à jeter un coup d'œil à l'ouvrage. Et il y a un petit segment qui on va dire, qui est écrit à un endroit dans le livre, entre justement du texte du vieux anglais et du latin. À un certain moment, le texte est comme coupé, comme s'il y avait un saut de paragraphe. Et entre les deux paragraphes, tu vois, en fait, la suite de mots suivants. Ça dit Xa, tot, lag, Xa, tok, nogot, Xa, tot, chia. Et tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça voudrait dire. Si tu veux, tu peux essayer de fouiller un peu plus, tu peux faire autre chose, tu peux essayer de t'endormir, tu peux faire... Le monde est à toi, Riley. Oui. Ben, c'est sûr que... Est-ce que c'est une écriture comme manuscrite, hein, entre les paragraphes qui sont imprimés? En fait, non, mais les paragraphes ne sont pas imprimés, c'est manuscrit aussi. Parfait. Oui, c'est manuscrit. Est-ce que c'est une écriture qui est différente? Est-ce que je suis capable de dire que ça a été écrit par une autre personne que le reste du texte? OK. Dis-moi si tu as d'autres choses que tu veux faire. Pour ça, je vais voir en conséquence si tu veux. Est-ce que tu veux pousser ta réflexion ailleurs aussi en même temps? Parce que si c'est plusieurs choses en même temps, je vais te faire seulement un jet pour l'ensemble de ça. Ben, je vais t'expliquer mon cheminement de pensée. Oui, là. vas-y. Je voudrais savoir si c'est quelqu'un d'autre que l'auteur original qui aurait écrit ça. Puis, si oui, si c'est plus récent, donc une personne qui en aurait fait la lecture avant moi. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais essayer de déchiffrer ce que ça veut dire, peut-être en comparant avec des notes que j'avais déjà prises par rapport au livre. OK, parfait. Je vais te redemander en ce cas-là de faire un jet d'intelligence, mais parce que j'aime bien comment tu me l'as apporté, puis comment tu me l'as décrit, puis ta suite logique, ta réflexion par rapport à ça. Tu ne fais pas que juste regarder pour essayer de déchiffrer, tu me fais une comparaison puis une comparative, fait que je vais te permettre de lancer avec avantage. Parfait. Ça veut dire que tu vas pouvoir lancer 2 dés et utiliser le meilleur des tes 2 jets. Je te rappelle aussi, Annabelle, également que dans Toulouac, vu ton occupation, qui est présentement étudiant en philosophie et en religion, si jamais tu as un jet
qui serait spécifique à ce champ d'expertise-là, tu peux me le demander si tu veux le faire avec avantage. Dans le fond. Puis moi, Parfait. je vais pouvoir te dire oui. Fait que tu lances les 2 dés. Mais c'est une réussite. Merveilleux. Mmh. Merveilleux. Tu dirais que ça serait probablement le même auteur, la même personne qui a écrit, dans le fond, le livre en soi, ainsi que ce petit segment. Tout de même, tu reconnais tes cours de calligraphie datent d'un certain temps. Je veux pas t'en as eu à l'école pour justement bien lire ou aussi bien écrire. Et il y a des ressemblances. Définitivement, ça proviendrait de la même main, mais peut-être que l'individu qui l'a écrit n'était pas dans le même état de pensée. C'est pas en même temps. Non. C'est pas en même temps, mais c'était pas assez divergent pour dire qu'il y a comme des centaines d'années qui ont passé entre les deux, ou même des dizaines d'années. C'est plus, je te dirais, la différence de, tu le sais c'est quoi, t'écris quelque chose à la main le matin, tu vas écrire quelque chose à matin au courant de la nuit, vraiment fatigué, ton écriture ne sera pas semblable, même s'il va y avoir une ressemblance. Donc, ça se ressemble un peu plus à ça, je te dirais. Fait que tu en conviendrais que ce serait le même auteur. Et tu comprendrais que ce serait vraiment, encore une fois, une espèce de mélange de vieil anglais, de latin qui a comme été un peu passé au malaxeur ensemble. Et que tu comprends que le terme exatote signifierait le nom d'un esprit, un peu comme le Saint-Esprit ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Et au moment où tu termines, on va dire, ce segment-là de ta compréhension, tu as vraiment le mal de tête que tu avais est revenu, puis même qu'il est revenu beaucoup plus fort qu'il l'était. C'est insoutenable. Okay. Qu'est-ce que tu fais, Riley? Je retournerai dans la salle de bain, pas pour me prendre un autre comprimé, mais juste pour me caler un grand verre d'eau. OK. Tu vas dans la salle de bain et tu commences à te caler un grand verre d'eau. Tu te le places. Moi, je ne préfère pas que tu te le places, mais tu te le verses. Tu te le places. Tu te le verses et tu commences ainsi à le boire. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de sagesse. OK. Qui est plus en lien avec les sens. Échec. Échec. T'as la vague impression qu'il y a quelque chose de différent dans présentement où est-ce que tu es dans la salle de bain. Mais tu ne saurais pas dire quoi. OK. Tu ne saurais pas dire quoi. C'est très fin, là. Un peu comme... un peu juste le fait de rentrer dans une pièce à différentes heures de la journée, juste le fait d'avoir la lumière du jour qui va percer la fenêtre et venir, on va dire, créer des ombres à des endroits différents, ça va faire un effet différent et tu as peut-être l'impression qu'il y a quelque chose de changé, mais tu serais pas capable de mettre le doigt dessus. OK. C'est sûr que j'en ferais peut-être pas un cas, plus comme une impression déjà vue. Mais j'aimerais peut-être observer un peu autour de moi, voir si ça confirme mon sentiment ou si c'est juste que j'ai tellement mal à la tête que pas je m'imagine des choses, mais comme ma compréhension est peut-être au ralenti un peu. OK. Ouais, je comprends. OK. Ouais, ça me va. Je vais te demander d'en refaire peut-être un jeu de sagesse, mais cette fois-là, ça va être avec des avantages. Parfait. Donc, tu en lances 2, tu prends le moins bon des 2. Échec. Tu vois que tu commences à jeter un coup d'œil aux alentours et tu te rends compte que le verre d'eau que tu as dans tes mains il est comme quasiment un peu trop penché, puis tu as de l'eau qui commence à couler sur le sol parce que ton mal de tête devient vraiment insoutenable malgré l'eau que tu viens de te boire et que tu regardes autour et tu as l'impression que la pièce tourne presque, alors que tu as un sentiment de nausée qui te monte un peu au nez. Et tu as vraiment cette espèce de 2 minutes où tu dois comme te tenir sur le coin du lavabo, prenant de grandes respirations pour reprendre un peu ton souffle. Et ça commence tranquillement à passer, mais il n'y a rien vraiment présentement qui te laisse sous-entendre un quelconque changement dans la pièce où tu te trouves. OK. Écoute, je sais pas à quel point je m'en vais dans une drôle de tangente, là, mais... Étant donné mon état physique et mon malaise généralisé, je vais peut-être prendre un bain. OK. Absolument. Mais ce que je ferais, parce que, je veux dire,
pas juste de m'asseoir de les fesses dans l'eau, là, mais je me prendrais peut-être comme une des chaises de la table ronde. Je me l'amènerais proche du bain avec des carnets, des trucs à lire. Peut-être pas comme... J'approcherais l'ouvrage sans nécessairement me dire « je vais me replonger encore une fois », mais plus comme mes propres notes. Donc, approcher la chaise pour mettre ça là-dessus, puis juste pour s'assurer que tout soit au sec. Ouais, je comprends. OK, parfait. Oui, OK. Oui, tu commences à te verser un bain et tranquillement, tu t'installes, tu places tes affaires sur un petit banc, tout ça. Tu te couches dans l'eau, puis dans le fond, est-ce que tu commences à checker des notes ou tu veux juste comme... Non, je veux vraiment attendre que ça passe, mais je me dis que tant qu'à être là, puis si jamais c'est passé, je me replongerai dans ma lecture si je me sens un peu mieux, mais c'est pas ça la priorité. La priorité, Parfait. c'est vraiment de faire passer mon malaise. Parfait. Tu attends quelques secondes, quelques minutes. Tu as l'espèce de petit coutement d'eau là, qui continue à tomber, on va dire, du tuyau du bain, même si tu as arrêté l'eau. Là, ça fait une espèce de... Et tu as vraiment tout l'aspect cristalline un peu autour de toi, cette espèce de carrelage blanc-noir d'une belle perfection. Et je vais te demander s'il te plaît de me faire un jeu de constitution. Oui. Réussite. Parfait. Juste à temps. Juste à temps, tu rouvres les yeux alors que tu te rends compte que tu t'étais endormi, en fait, dans le bain. Tu as eu comme un 30-45 minutes où est-ce que tu as commencé à somnoler puis tu commençais à te sentir calé, là, et tu as l'espèce de réveil un peu brutal, puis là, il y a de l'eau qui revole un peu, puis tu as de l'eau qui revole un peu sur tes ouvrages à côté de toi. Puis t'es comme genre, OK, puis là, tu viens de te réveiller en 30-45 minutes. Tu vois que ça a fait baisser ta température corporelle, t'as un peu moins mal à la tête, mais t'es genre comme dans les vapes entre deux sommeils, présentement. Yeah. Tu sais pas vraiment combien de temps. Je te dis un 30-45 minutes, mais c'est peut-être 1 heure et demie. Mais t'as eu comme le réflexe au moins de te réveiller. Et si toi qui vois qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, je te dirais qu'il doit peut-être rendu 10h, 10h30 le soir. Et tu es rendu dans un espèce de bain à l'eau un peu plus que tiède. Là. On s'approche vraiment du froid. Bon. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, si je me suis endormie dans le bain puis que je suis entre 2 cycles de sommeil, je vais me sécher, je vais ramener mes ouvrages dans la bonne pièce puis je vais aller me coucher. Parfait. C'est malade, on dirait qu'on est comme juste dans une game de Sims. Oui, c'est ça. C'est ça le jeu. Tu vas juste comme faire ta journée, tu te déplaces puis... Moi, je suis banana. Parfait. Fait que tu sors du bain, tu prends tes choses, tu remets ça sur la table, j'imagine? Ouais, la table ronde. Parfait. Tu t'installes et tu t'endors dans ton lit et tu fais une nuit, je te dirais, sans dire qu'elle est agitée. T'as peut-être rêvé, mais c'est des rêves que tu ne te souviens pas au moment où tu te réveilles le matin, un peu plus tard que tu l'aurais voulu. Définitivement, la journée de la veille a été très demandante. Et tu rouvres les yeux, non pas par la lumière qui sortirait de l'extérieur, qui viendrait plutôt de l'extérieur, puisque c'est une journée encore très enneigée, mais plutôt plus par réflexe physiologique. Tu rouvres les yeux, tu regardes ta montre que tu gardes pas loin de ta table de chevet. Il est environ 8h30, 9h le matin. On est maintenant le samedi. Qu'est-ce que tu fais? Bon, probablement prendre le temps de me lever. Là, j'ai comme pas nécessairement de... Je suis juste stické ces Sims, là. J'ai pas de cuisinette ou quoi que ce soit, mais j'imagine qu'il doit y avoir un genre de... soit un service aux chambres ou cuisinette commune ou quelque chose du genre. Bref, bon américain que je suis, j'aimerais ça avoir un café. OK. Parfait. Fait que tu vas... il n'y a pas de service aux chambres. C'est comment ça fonctionne, c'est qu'à ce moment-là, il faut que tu sortes à l'extérieur et que tu te rendes à l'étage où est-ce que tu es. Puis il y a un lobby boy, c'est une espèce d'homme de chevet qui, dans le fond, va prendre les commandes et qui va les faire au besoin. Parfait. Fait que c'est ce que tu vas faire. Ouais. Parfait. Tu te diriges en direction de la porte et tu tournes la poignée, celle-ci est barrée. Parce que tu l'as barré en bonne partie. Ah. Oui. Mais c'est pas comme une clenche de l'intérieur ou c'est vraiment faut que je prenne la clé que je débarre ma porte? Tu prends la clé puis tu la débarres.
bon, ben, je vais faire ça. Puis, tu sais, comme j'ai pas l'intention de sortir dehors ou quoi que ce soit, je vais pas prendre mon manteau. Je vais juste comme prendre la clé puis la mettre dans ma poche. Puis sortir dans le Parfait. corridor. Tu tournes de bord et la clé n'est plus sur la table de chevet. Où tu l'as mis, la veille, bien sûr. Oui, parce qu'il faut toujours garder ses clés proches de la porte. Ouais. Écoute, je me connais, je sais que c'est ce que je fais dans la vie. Je mets la clé sur le bord de la table en entrant. Mais, écoute, je l'ai peut-être laissé dans mes poches de manteau. Je vais aller vérifier dans mes poches de manteau. Tu retournes... en fait, ton manteau, je présume... Où est-ce que tu l'avais déposé, tu m'avais dit? Sur une des chaises de la table ronde, dans le fond de la chaise que je me suis pas assise. Ah, parfait. Parfait. Tu te diriges de nouveau dans la grande pièce et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un autre jet de sagesse. Bien sûr. C'est une réussite. Tu vois que l'endroit où est-ce que tu te trouves est peut-être, je dirais, un peu plus... tu vois qu'il y a malgré, on va dire, la journée où est-ce que tu es présentement, on est le jour et que l'extérieur reflète tout de même une certaine luminosité. Il y a quelque chose qui s'approche un peu plus de la couleur, on va dire, ocre. D'ambiance. Comme s'il y avait un peu comme le matin, lorsqu'on se lève très tôt, il y a parfois une espèce de couleur un peu bleutée qui vient de l'extérieur, qui envahit un peu tout. Mais là, c'est un peu pareil, sauf que c'est vraiment plus un point de vue presque ocre qui détonne un peu de l'ambiance que tu connais habituellement. Tu vois qu'il y a... tout est un peu, je dirais, un peu plus sale que la veille. Tu as l'impression de... Peut-être aussi parce que tu t'es vraiment laissé aller, tu as vraiment laissé traîner beaucoup de choses, mais tu as l'impression que les coins des murs, vraiment les coins, les espèces de ce qui relie entre le plafond et les murs, ou le plafond, ou les murs et le plancher, il y a vraiment comme des espèces de taches brunâtres qui viennent s'accumuler, comme s'il y avait de la poussière qui s'était comme encastrée là depuis quelques années. Et tu remarques même que ta couverture de lit ainsi que les couleurs des différents divans, qui étaient une espèce de couleur menthe, vert menthe, s'approchent maintenant presque un peu plus du gris. Et tu as encore une fois cette espèce de grand miroir accoudé au fond complètement de la pièce, qui, lui, n'est pas d'une autre couleur particulière ou un changement quelconque, et il semble être demeuré grossièrement le même. Tu as ton mal de tête qui reprend à ce moment-là, alors que on va dire, tu fais la constatation, si on veut, du changement dans ce lieu. Mm-hmm. Et tu vas dans ton manteau, tu fouilles, et tu ne trouves pas les clés. Parfait. Je retournerai en fait à la salle de bain, qui est le seul autre endroit dans lequel je suis allée. Fait que je fais juste comme refaire le chemin de la veille, étant donné que j'avais très mal à la tête, peut-être que j'ai juste pas bien fait les choses dans le bon ordre comme je le fais habituellement. Fait que je vais aller vérifier dans la salle de bain. Parfait. Tu vas vérifier dans la salle de bain. Tu rentres, tu vois que la lumière est un peu comme assombrie, une espèce de petite lanterne qui est accrochée non loin du miroir. Même si elle semble pousser à son maximum la luminosité qu'elle peut offrir. Tu remarques quelques petites taches sur le sol ainsi que sur les murs, d'espèces de taches de moisissure qui viennent picoter un peu le carrelage normalement immaculé de l'endroit. Tu remarques que le miroir du cabinet a de nombreuses craques à l'intérieur qui sont très longues et qui s'étirent, comme si quelqu'un avait volontairement donné un coup à l'intérieur, dessus. Le lavabo est encore une fois très propre et il faudrait comme pas vraiment il faudrait pas beaucoup d'efforts pour juste comme donner un coup sur le miroir pour que comme les morceaux de vitre commencent à tomber sur le sol. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes clés, avant tout. Parfait. Je vais te demander un autre. En fait, non, on va y aller différemment cette fois-ci. Comme tu peux voir dans ta feuille de personnage, tu as deux concepts qu'on ne les a pas explorés bien, parce que des fois je les utilise, des fois ça ne me tente pas. Le flashlight et le smoke,
qui sont dans le fond Oui. deux mécaniques qui servent un peu à la recherche, que ce soit physique ou sociale. Et ça, dans le fond, je vais te demander de faire un jet de flashlight, s'il te plaît. Comment ça Parfait. fonctionne, c'est que tant que tu n'as pas un ou deux, tu réussis ton jet. Échec. T'es sérieux? T'as eu un J'ai ou eu deux? 1. Parfait. Fait que tu peux, dans le fond, baisser ton niveau de flashlight qui était à 10, il tombe maintenant à 8. Ouais. Et tu commences à fouiller un peu aux alentours dans la salle de bain. Tu cherches, j'imagine que tu rouvres même le cabinet pour voir s'il n'aurait pas déplacé ou justement où tu aurais peut-être mis les clés à côté de tes médicaments. Et tu rouvres le cabinet un peu prestement, tu le refermes un peu. Tu remarques toi-même, là, tu te sens un peu dépassé alors que ta recherche est un peu plus prestance. Tu as un peu plus de rapidité dans tes actions, tu es un peu moins consciencieux parce que tu veux pas, c'est tout le temps un peu stressant commencer à chercher ses clés ou on va dire l'équipement qu'on porte constamment sur toi. Tu refermes le cabinet et tu le refermes peut-être un peu trop fort et que justement à ce moment-là, il y a comme une espèce de morceau de vitre du miroir qui se décolle et commence à tomber dans le lavabo avant d'exploser en quelques gros morceaux. Et c'est vraiment l'espèce de résultat de devoir comme chercher puis d'être un peu à bout, là. À bout, exactement. Puis, tu sais, je suis rentrée dans la salle de bain dans le but de chercher mes clés. J'ai remarqué l'état de la salle de bain, c'est sûr et certain. C'était pas ma première action d'agir par rapport à ça, mais là, il y a comme une certaine crainte, en fait, qui commence à monter de voir, tu sais, l'état de la chambre à la lumière du jour, que ça ne doit pas être quelque chose que je dois voir énormément, comme je suis tout le temps à l'université, je suis tout le temps au musée, à la bibliothèque. Je ne dois pas voir ma chambre, surtout dans les mois d'hiver, très ensoleillés. Mm-hmm. Fait que là, je me suis dit, en fait, en entrant dans cette pièce-là et en voyant l'état des lieux, tu sais, un peu arc, j'ai juste pas dû le voir souvent à la lumière du jour. Il y a des détails qui m'ont échappé, mais en entrant dans la salle de bain, puis c'est le miroir, en fait, qui a sonné cette cloche-là, c'est de me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré cette nuit pendant que j'étais peut-être coma de fatigue, de médicaments, puis qui est venu saccager un peu mon appartement, puis c'est un peu ce stress-là que je suis en train de vivre. Et aussi le questionnement de faire comment est-ce que cette personne-là a pu entrer si la porte est barrée. Effectivement. C'est fort possible. C'est fort possible que ce soit ça. Ça donne l'impression que... Ça te donne, oui, maintenant que tu y penses, ça te donne l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là pendant que tu dormais. Qu'est-ce que tu fais? Un peu à bout de ressources au niveau des clés, je commencerai par frapper à la porte, ma porte qui mène au corridor, en me disant que soit le lobby boy ou le concierge que j'ai rencontré la veille m'entendrait peut-être, pour attirer l'attention vers moi, parce que ces gens-là doivent avoir les clés de toutes les chambres. C'est ça. Le premier réflexe, c'est de faire du bruit pour essayer d'attirer quelqu'un vers ma porte pour qu'il puisse m'apporter de l'aide. Okay. Visiblement, j'ai pas mes clés. Parfait. Tu traverses la salle de bain, tu continues dans le couloir jusqu'à la porte et tu commences à cogner. Et tu cognes. Et j'imagine quand même que tu peux hurler peut-être même, ou du moins parler fort pour essayer d'avoir une altercation avec quelqu'un. Et tu entends quelqu'un, alors que tu cognes, tu entends quelqu'un siffloter au loin, dans le corridor. Une espèce de quelqu'un qui... Ah, je ne suis pas capable de siffler, mais c'est un petit sifflement un peu plus élégant que le mien. Et au moment où le sifflement devient de plus en plus intense et de plus en plus fort, tu peux jeter un coup d'œil dans l'œil de bœuf. Ah oui. Et tu aperçois en fait Henry Jameson, qui était là la veille, le concierge, si on veut, de l'étage, qui est en train de passer un balai, puis de pogner une guenille, puis d'essuyer des poignées de porte et tout ça. Et tu cognes, et tu vois qu'il se tourne vers ta porte. C'est une espèce de gros zoom de l'œil de bœuf sur son visage, là. Ouais. Et il s'approche de toi comme si tu avais l'impression qu'il entendait quelque chose alors que tu cognais. Et il prend sa guenille, puis il commence à essuyer ta poignée de porte, puis il continue. Je continuerai à frapper en l'appelant par son nom. Henri! Henri, s'il vous plaît, je suis coincé. J'ai perdu mes clés. Ce qu'il ne fait que passer. Je vais prendre mon calepin, que j'ai toujours sur moi. Oui. Avec mon petit crayon. Écrire une note, genre, s'il vous plaît,
coincer derrière la porte. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Puis signer, genre. Oui. Et la glisser en dessous de la porte. Parfait, c'est bien pensé, ça. Tu prends ton calepin, t'écris, t'arraches la feuille, tu la glisses en dessous de la porte, en espérant que quelqu'un puisse tomber dessus. Et je vais te demander, s'il te plaît, Annabelle, de me faire ton premier jet de santé mentale, en fait. Alors que tu commences tranquillement, ça commence à être bizarre de ne pas te faire entendre, Oui. te faire ignorer. Échec. T'es-tu sérieux? J'ai 1 encore. Hey, ça va pas bien. Tu vas pouvoir baisser ta santé mentale à D8. T'étais quand même à D10, là, c'est vrai. Va bien. Oui, non, c'est ça. Et tu glisses la feuille sur le dessous. Et là, au moment même que tu le fais, tu te rends compte à quel point c'est ridicule parce que, je veux dire, il y a plein de gens dans cet hôtel-là. Là. T'es pas comme prisonnier d'un bloc appartement en flammes. Là, il y a du monde autour de toi, puis tu glisses dans le fond le papier en dessous en disant qu'il va bien avoir quelqu'un à un certain moment donné qui va dans le fond, trouver ton appel à l'aide. Et alors que au moment où tu le glisses en dessous, tu entends un espèce de grincement et tu as un genre de murmure qui te provient de la pièce principale. Un genre de... Ça ressemble à un genre de... Zatot. Là. Zatot. Nogot. Zatot. Shia. Immédiatement, je retourne dans la pièce principale. Parfait. Est-ce que je remarque quelqu'un ou quelque chose de physique? Moi, je pense encore au fait qu'il y a peut-être quelqu'un chez nous. Absolument. Tu retournes dans la salle principale et tu vois que, en fait, de un, le livre en question que tu avais, qui était sans reliure, sans rien, est présentement ouvert, je te dirais, sur la table ronde, alors que tu l'avais préalablement fermé. Et tu as un moment de constatation, alors que tu te rends compte que tu vois les clés. Tu les vois, les clés. Okay. Elles sont là. Tu vois le reflet des clés dans le miroir au fond de la pièce qui sont sur la table. Lorsque tu regardes sur la table, elles ne sont pas là. Mais tu vois que tu mets ta main sur la table à l'endroit où devraient les clés se trouver, mais ta main atterrit sur le bois. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clés, mais tu les vois. Mais si je regarde dans le miroir et que j'essaie d'attraper les clés... Non, je pense que Parfait. c'est vraiment comme si tu mettais Une ta illusion. main sur... Oui. Ouais. J'en fais pas un cas parce qu'en ce moment, mon esprit est en mode il y a quelqu'un chez moi. Oui. J'ai un livre d'une valeur inestimable que j'ai ramené d'un musée dans ma chambre d'hôtel et il y a quelqu'un qui l'a ouvert. Donc, je me mets un peu à paniquer en me disant je ne peux pas me faire voler ce livre-là parce que non seulement c'est ma réputation, mais c'est aussi une pièce historique. Fait que je vais prendre le livre, le refermer et je m'imagine avoir des pantalons de personnes dans les années 20 qui ont de très, très grandes poches, puis je mettrai le livre dans ma poche. Parfait. En me disant peut-être à haute voix, ça pour me rassurer ou pour essayer de rassembler un peu mes idées, mais comme s'il y a quelqu'un ici, sachez que vous ne pourrez pas partir avec ce que j'ai. Effectivement, c'est une réflexion logique que tu as concernant le fait que tu dis que tu dois peut-être avoir quelqu'un que la personne veut à ton livre. Et ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que tu t'es fait une arme, en fait, avec les morceaux de vitre que tu as trouvés dans l'évier. Moi, est-ce que tu te penches, c'est que dans ta main, tu as un gros morceau de vitre. Est-ce que je me blesse là-dessus? Non. Je le savais. C'est sûr. Parfait. Donc, je vais quand même prendre le temps. Et là. Je vais le mettre dans l'autre poche pour pas non plus graffiner le livre puis le briser. Parfait. Et je vais en profiter pour sortir le morceau de vitre, en fait, pour me défendre. OK. Fait que tu gardes un morceau de vitre dans tes mains. Absolument. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de... sagesse. Mm-hmm. Non, pas sagesse, excuse-moi.
Non, ça sera pas ça. Ça va être un autre jet de flashlight, s'il te plaît. D'accord. Qui est rendu à D8. Oui. Réussite. Tu fais un peu un... Tu sais, veux pas ton appartement, il est pas grand. Là. Tu te dis que tu vas faire le tour à un certain moment donné. Là. Et tu tournes un peu sur toi-même. Tu fais des 360 degrés en espérant peut-être avoir un regard visuel avec ton assaillant, ou du moins le voleur en question. Et au moment où tu te tournes en direction, si on veut, du fond de la pièce, tu croises ton propre reflet. Et il y a quelque chose qui te titille au moment où tu te rends compte on va dire qu'il va en fait, se déplacer, mais pas nécessairement à la même vitesse que toi. Tu te rends compte que tu as comme tourné un peu plus vite que lui. Je me rapproche du miroir. OK. Tu vois que tu te rapproches du miroir, puis au moment où tu commences à t'approcher de lui, tu te vois, tu as ton reflet, tu te regardes et tu as quasiment l'impression d'avoir quelqu'un qui est en crise. Tu as genre des petites poches en dessous des yeux et tu as un morceau de vitre dans les mains. Et tu es en habit comme un peu dépareillé. Là. Dépareillé, tu n'es pas dans ton meilleur. Et tu t'approches et tu te rends compte que tu avances plus vite que ton reflet. Et alors que plus tu t'approches du miroir, tu te rends compte que soudainement ton reflet va beaucoup plus vite que toi, en s'approchant également. Et tu as cette espèce de son-là, ce murmure-là qui te revient dans l'esprit, l'espèce de Xa tot la, sa tot nogo, Xa tot chia. T'as l'impression que ça semble venir du miroir. Je vais tendre l'oreille vers le miroir. Comme essayer d'écouter à travers un mur. Là. Ouais, je comprends. Tu tends l'oreille vers le miroir et tu as l'impression d'entendre comme quelque chose qui vibrerait, presque comme un écho d'un bruit. Pas vraiment la source principale, mais plutôt le retour du bruit de quelque chose. Est-ce que le miroir est beaucoup trop lourd pour que je puisse le déplacer un petit peu? Non. Je me dis que le son vient de derrière le mur. Parfait. Fait que tu prends le miroir dans tes mains, puis tu le tasses. Ouais. T'sais, je l'ai accoté comme sur le mur opposé. Là. Ouais. Au moment où tu le prends, tu l'empoignes de chaque côté avec tes mains. Tu le lèves pour le déplacer. Tu fais le saut. En fait, tu sursautes au moment où tes pouces traversent le miroir à la manière d'un liquide, presque comme si c'était du mercure. Et tu le redéposes rapidement parce que c'est pas le ça se peut pas. Ouais, ça se peut pas. Tu recules de quelques pouces, là, quelques centimètres, et tu te regardes toi-même dans le miroir, ton toit qui a aussi l'air surpris, ton reflet, et tu as vraiment l'effet comme d'une goutte d'eau qui viendrait de tomber sur la surface de l'eau et qui fait des petites vagues. J'ai l'impression comme si lorsque tu venais de sortir tes pouces. C'est sûr que je vais rester figé un moment. Ça va pas très bien, là. Oui. C'est vraiment spécial. Je mets ça sur le drôle de sommeil. Je mets ça sur le fait que j'ai passé la journée à lire la veille, sur les médicaments aussi que j'ai pris peut-être un peu trop proche en me couchant. Je vais prendre mon crayon. Mm-hmm. Je vais le lancer sur le miroir. OK. Tu prends ton crayon, tu le lances. Tu le vois rentrer dans le miroir. Vraiment comme si tu le lancerais dans une flaque d'eau. Et tu le vois en fait rebondir sur le sol, dans le miroir, comme s'il venait de cogner un mur derrière toi. Mais il n'est pas là. Il n'est pas derrière toi, il est vraiment juste dans le reflet. Je vais pas mettre ma main. Je mets ma main. Tu t'approches, tu mets ta main dans le miroir, tu la rentres un peu. Tu as quasiment presque l'impression de sentir une résistance, un peu comme si tu devrais comme traverser une première couche. Et après une petite poussée, ta main passe. Tu sens rien du tout. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de froid, il n'y a pas rien du tout. C'est comme vraiment comme si tu passais ta main dans un cadre d'une fenêtre. OK. Je vais juste
Je passe au travers. OK. Peux-tu me faire un jet de force, s'il te plaît? Avec plaisir. Réussite. OK. Tu pousses un peu. T'as forcé un passage, en fait, dans ce grand miroir-là, où se trouvent tes clés, apparemment. Et au moment où tu traverses, tu te retrouves ainsi dans la salle principale, l'endroit où est-ce que tu as en fait traversé le miroir. Soit que toutes les surfaces sont couvertes de saleté, qu'il y a une espèce de pourriture, comme si les choses, les objets autour de toi avaient passé des centaines d'années là sans avoir eu une quelconque réparation, un quelconque soutien. Tu remarques qu'il y a vraiment comme l'équivalent de, je dirais, des taches sur les murs qui auraient été laissées par des traces de doigts, un peu comme des tasses de graisse, de gras, qu'on laisserait sur les murs. Il y a des grands coulis de liquide brunâtre qui ont coulé du plafond sur les coins, comme si c'était de la moisissure qui en était venue à devenir liquide et qui s'écoule tranquillement en direction du plancher. Il y a une grande ligne noire, rouge foncé, qui pourrait presque s'apparenter à du sang qui aurait séché sur le plancher, qui coule depuis le miroir, ou plutôt qui est depuis le sol du miroir jusqu'à l'intérieur, dans le fond, de la salle de bain. Tu vois que tout autour de toi est un peu, justement, encore une fois, tourné un peu plus vers le sombre, l'obscurité. Tu n'as plus vraiment de lumière qui est projetée depuis l'extérieur. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de santé mentale. Fait que tu vas pouvoir baisser ta santé mentale en bas. T'es rendu à 6? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne vers le miroir pour regarder le reflet. Tu te tournes pour te regarder dans le miroir. Et au moment où tu jettes un coup d'œil, tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu étais toi-même, on dirait plutôt le reflet de quelque chose. Ce que tu vois, en fait, c'est toi, mais il n'est pas positionné à l'exact opposé du miroir, dans le sens que c'est pas comme... ton reflet n'est pas face à toi. C'est comme s'il était plutôt derrière toi, pas loin de la table, où il y a les clés. Il y a un autre Riley qui te ressemble beaucoup et qui a fait les mêmes mouvements que toi. Mais tu vois que celui-ci a, je dirais, un regard plus déterminé, un peu moins en état de choc que toi. Présentement, il fait les mêmes mouvements que tu fais. Puis la pièce a l'air de quoi? Elle est aussi dégueulasse. C'est la même chose. C'est la même chose. Je me retourne vers la table principale. Et il est là. Dans la même pièce que moi. Oui. J'essaie de faire un pas de côté, voir si ça me suit. Il te suit. Comment? Oui, comme un reflet. J'aimerais qu'on échange de place. Tu veux qu'il soit face au miroir. Ben, en fait, moi, j'aimerais me retrouver à côté de la table. Parfait. Puis que lui se ramasse plus proche du miroir. Parfait. Oh, attends un petit peu, j'ai débranché mes écouteurs. Ah! Je suis revenue, je suis tellement stressée. Vas-y. Tu vois ton dude, Riley, commence à faire un mouvement circulaire de retourner en direction de la table. Il te suit dans son mouvement. Il fait un reflet et se dirige maintenant en direction du miroir. J'attrape les clés. Tu vois qu'au moment où est-ce que tu attrapes les clés, tu penses, ou du moins, tu t'attends à ce qu'il fasse un mouvement comme s'il voudrait attraper les clés aussi de quelque chose. Mais tu vois que son réflexe, lui, c'est de sortir de ses poches ce long morceau de miroir. Que j'ai encore dans mes mains. Oui.
J'ai pas le choix, par curiosité, je vais regarder par la fenêtre. Tu jettes un coup d'œil à l'extérieur et tu vois... En fait, tu vois rien. Tu ne vois que... C'est comme si tout ce qui existait présentement était seulement le reflet de ce qui est présenté par le miroir et rien de plus. Fait que si tu regardes vers l'extérieur, tu vois en fait le néant. OK. Au moment où tu as regardé à l'extérieur, tu t'es retourné par la suite et tu as l'impression que le double O'Reilly s'est avancé. Il y a de l'air d'être comme un peu plus proche. Je continue notre danse à l'opposé en me dirigeant cette fois-ci plutôt vers la porte qui mène vers le corridor. Toujours en le regardant, puis en essayant d'attraper la poignée dans mon dos pour ouvrir la porte pour pouvoir sortir dans le corridor. Ok. Tu vois que tu commences à faire le mouvement de côté. Il commence à le faire aussi. Il se met à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Ryan? Tu vois il a la même expression sur ton visage. Il y a une expression neutre alors qu'il court en ta direction avec le morceau de miroir dans ses mains. Je m'accroupis au sol. Oui. En position défensive avec le morceau de miroir et non pas genre pour le poignarder, mais que si lui s'approche, ça va le toucher, tu sais. OK. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de force. Échec. Parfait. Tu vois qu'il commence à foncer vers toi avec le morceau de miroir dans ses mains. Tu te penches, tu essaies de t'accroupir pour essayer de faire un effet de arquer pour que tu puisses peut-être le blesser avec ton morceau de miroir que tu as. Lorsqu'il arrive sur toi, tu pénètres en fait le morceau de miroir dans son ventre. Comme si c'était la première fois de ta vie, je pense, tu blesses quelqu'un. Ça rentre comme si c'était dans du beurre. Tu n'as jamais pensé que ça pouvait autant couper à ce moment-là, alors qu'il y a une espèce de grand liquide rouge qui se met à couler sur les mains, qui est comme le centre de ton double. Mais au même moment, tu as comme l'impression, ou plutôt tu ne le sens pas tout de suite, puisque tu es trop omnibulé par ce que tu vois devant toi, pour sentir son morceau de miroir qui est rentré dans ton épaule et qui va te faire perdre en tout 3 points de vie. Super. Tu vois qu'il n'émet aucun son, aucun gémissement de douleur, rien du tout. Alors que tu maintiens ton morceau dans tes mains, celui-ci est sur le point de presque te glisser entre les doigts et de rentrer complètement à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche pas le morceau, mais j'y donnerai un coup pour le repousser. Parfait. Je veux encore sortir. Parfait. Tu vas me refaire, s'il te plaît, un jeu de force. Je vais te donner l'avantage sur celui-ci. Parfait. C'est une réussite. C'est une réussite. Tes dommages non armés, c'est 2. Oui. Parfait. Tu donnes une espèce de ce qui pourrait être presque un coup de poing, là, quelque chose dans ton monde idéal qui pourrait être un coup de poing. Là, tu assènes un coup et tu vois ton double reculer un peu. Et alors, au même moment, le morceau de vitre te glisser d'entre les mains et qu'il, on va dire, pend un tout petit peu depuis le ventre de ce double-ci qui, son gilet commence à devenir d'une rougeur alors que le sang continue à s'imbriquer, s'imbiber dans son linge. Et il tombe un peu vers l'arrière, titubant et, on va dire, s'étalant sur la table ronde, échappant par le fait même son morceau de miroir. Et tu penses qu'il est mort? Je ne vais pas vérifier et vraiment tenter de sortir dans le corridor pour sortir de la pièce maintenant que j'ai les clés. Parfait. Tu fonces en direction du corridor. Tu te diriges vers la porte avec les clés. Tu tournes la poignée, tu la rouvres. Et tout ce que tu as devant toi, c'est le néant. Comme le vide. Si je fais un pas de plus, je tombe dans... Peut-être. Rien. Tu le fais-tu? Oui. Tu mets un pas, puis tu vois qu'effectivement, c'est comme si tu mettais le pied par-dessus le néant. Je rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers la pièce principale.
Tu te diriges vers la pièce principale. Tu vois que ton double n'est plus là. Il y a comme une grosse tache de sang sur le sol et que celle-ci continue jusqu'à aller en dessous du lit. Est-ce que son morceau de miroir est encore là? Non. Je me dirige vers le miroir. Moi, est-ce que tu te diriges vers le miroir? Tu le vois sortir de derrière, en dessous du lit, alors qu'il se glisse, s'il rampait en quelque sorte, son morceau de miroir dans les mains. Et il y a une expression presque en colère sur son visage. Alors que tu le perçois à l'extérieur, donc plutôt derrière toi, et il se lève debout en voulant courir en ta direction. Moi, est-ce que tu t'apprêtes à traverser le miroir? Et je vais te demander, s'il te plaît, un ultime jet de force là-dessus. Oh, non, dextérité plutôt. OK. Échec. Échec. Tu traverses le miroir. Et au moment où tu le traverses, tu sens vraiment cette espèce de main qui est la tienne, en fait, s'accrocher un peu sur le pan de ton linge. Et au moment où tu traverses, dans le fond, la vitre liquide, que tu atteins la pièce de ton logis, tu n'es pas seul. Tu as amené quelque chose avec toi. Tu le sens qui est accroché après toi. Et tu le sens qui s'apprête en fait à t'asséner un autre coup de son miroir également. Qu'est-ce que tu fais, Riley? J'essaie de me défendre contre son coup. J'ai rien, moi, pour me battre avec lui. J'ai plus mon morceau miroir. Fait que ça, c'est vraiment juste comme d'essayer de me protéger avec mes bras, de tasser son mouvement. J'ai pas d'expérience de combat. Là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas c'est quoi l'affaire la plus logique à faire. Moi, je veux juste pas me ramasser avec ce coup-là sur moi. Parfait. Tu vas me faire un jet force ou dex, je te laisse le choix. Ça revient même. Ça revient même. Ça serait plus force parce que je vais essayer de dévier son mouvement. T'sais. Parfait. Échec. Parfait. Tu vas te prendre 2 dégâts. Alors que tu sens, dans le fond, la lame de son miroir te pénétrer dans le ventre. Et tu continues à entendre cette espèce de murmure-là qui semble provenir de lui, mais également un peu autour et surtout du miroir, l'espèce de Xatok, Xatok, Xatok. Et ça ne fait que répéter en fait ce nom-là à plusieurs reprises. Et tu commences tranquillement à te sentir un peu plus faible, veux pas, là. Tu as une perte de sang assez considérable, tu recules un peu et lui-même, il se tient debout un peu pour attendre de voir qu'est-ce que tu vas faire. Il est couvert de sang, il est beurré de haut en bas d'un liquide rougeâtre foncé. Toi-même, tu commences à te sentir aussi également imbibé de ton propre sang. Qu'est-ce que tu fais, right? Présentement, sur toi, je considère que tu as les clés. Oui. Ça ressemble pas mal à ça, je pense. Le carnet. Le carnet. J'ai le livre encore sur moi. Tu as le livre encore sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Là, on est comme les deux un peu en train d'essayer de saisir l'autre. Il n'y a personne qui est en mode attaque. Là. Parfait. Ouais. Je vais le regarder, puis contre toute logique. Même moi-même, je me surprends à faire ça, mais juste faire comme qu'est-ce que vous voulez? Tu vois que c'est comme si il parlait en même temps que toi. Un peu comme si tu faisais comme qu'est-ce que vous voulez, puis il disait ça, sauf que ce n'est pas. Il parle en même temps que toi, dans la même intonation, comme s'il disait la même chose que toi, mais c'est pas les mêmes mots. C'est pas exactement les mêmes mots. C'est plus quelque chose du genre, mettons que tu dis qu'est-ce que vous voulez, lui en même temps que toi, il va le dire quelque chose du genre, ça va ressembler à. Tu as ouvert la porte. Est-ce que j'ai compris? Oh oui. Quelle porte? Je vais te remplacer. Qui êtes-vous? Xatot est libre. OK. Là, je vais réouvrir le livre. OK. Il est dedans, hein? Ouais. Tu rouvres le livre. Qu'est-ce que tu cherches? Le passage de Xatok, de Zag, tout ça, là. OK. Tu cherches vraiment rapidement. Tu vois que simplement l'ouvrir, ça devient pour toi presque une agonie de douleur mentale.
alors que ta migraine devient de plus en plus intense et que plus rien n'a comme réellement de sens. Je te demanderais, s'il te plaît, de me faire En fait, je vais te demander deux choses. Je vais te demander, premièrement, un jet d'intelligence et ensuite un jet de sagesse. Je vais utiliser mon habileté spéciale d'érudit Oh. pour automatiquement réussir mon jet d'intelligence. C'est bien ça. Mais je vais rouler ma sagesse parce que je peux juste le faire pour un 2. Parfait. Vas-y. Je réussis. Parfait. Tu commences à décortiquer quelque chose du livre alors que tu jettes un coup d'œil dans celui-ci rapidement. Alors que ton double se tient devant toi et tu es capable de lire au travers de certains ouvrages les mots réflexion, miroir, comme le don d'un dieu. Comme si le livre faisait mention qu'il y aurait comme la possibilité d'un autre univers, ou plutôt d'un double univers qui ouvrirait les portes à une divinité démoniaque ou maléfique de pénétrer dans notre dimension, en quelque sorte. Et de ce que tu comprends avec ton jeu d'intelligence, c'est qu'au final, présentement, ce que tu as devant toi existe juste dans la réflexion de ce miroir-là qui est dans la salle principale. Je me redirige vers le miroir. La personne a arrêté de suivre mes mouvements. En fait, non, si tu essaies de te diriger vers le miroir, tu vois qu'elle lève son morceau de miroir devant toi. Là. Il est entre moi et le miroir. Oui. Mais tu comprends qu'il existe seulement dans ce reflet-là. Donc, tout ce qui se trouve à l'extérieur de ce reflet-là n'existe pas. Je considère que je suis, si je regarde la carte, Oui. le plan, Oui. Où est-ce que le chiffre 3? Genre, entre la table et le lit. Oui. Et donc, le personnage est entre moi et le miroir. Oui. Je vais prendre une chaise. Oui. Le lancer sur l'individu. Oui. Passer par-dessus la table. Tenter d'ouvrir une fenêtre et de sauter. Nice. Parfait. Cool. Je vais te demander peut-être un petit jet de force pour tout ça. Oui. Échec critique. Ah, un 20. Tellement beau. Alors que tu prends ta table, plutôt la chaise, et tu la balances en direction de ton double Riley. Peut-être que celle-ci ne fait que comme ricocher sur le sol, touchant très peu ton adversaire. Tu sautes par-dessus la table, tu rouvres la fenêtre et tu sautes. T'es à l'extérieur, là, c'est pas le vide. Là. Tu te sens vraiment tomber. Mais au même moment, est-ce que tu tombes, tu as l'impression que, je te dirais, tu as l'impression que la personne plutôt qui était là avec toi dans la fenêtre, c'est comme s'il ne te suivait pas. Parce qu'elle n'existe pas à l'extérieur de de son propre reflet. Donc, c'est comme si elle avait arrêté d'exister à ce moment même. Là. Et tu te sens en fait tomber. Tu as peut-être cette dernière image-là de lui qui ne fait que comme justement ça. Comme quand tu passes à côté d'un... Quand tu disparais de la périphérie de quelque chose, tu arrêtes d'exister. Ça ressemble un peu à ça. C'est comme d'un claquement de doigts, il n'existe plus. Le Riley du miroir n'a jamais été présent. À partir de maintenant, il n'existe pas. Et tu te sens tomber dans un tas de neige dash, je dirais peut-être un coin de rue. C'est assez très douloureux. Tu te sens fracassé sur le sol. Et définitivement, tu es probablement en train de vivre tes derniers instants de ta vie parce que c'est quand même un deuxième étage. Et je pense que tu étais quand même déjà très blessé. Oui. Et tu as de la difficulté à respirer alors que tu sens presque ta cage thoracique qui se peut renfoncer sous l'impact du sol. Et tu as cette espèce de vision-là des gens qui se penchent par-dessus toi, des personnes qui sont comme genre « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Mais voyons, mais tu sais, c'est un étudiant
on va dire, des États-Unis, je le reconnais. Là, t'as les gens qui, cette espèce de regard-là, un peu qui commence à s'atténuer, qui commence à devenir un peu plus, je dirais, flou. Et peut-être une dernière chose que tu vois, c'est le concierge, en fait, M. Jameson, qui se penche par-dessus toi, qui est complètement comme genre un peu incompréhensible là, par rapport à la situation. Puis il te regarde, puis il est complètement stressé, puis tu vois qu'il est perdu, puis il commence à te murmurer, puis il fait hey, Riley, ça va bien aller, là. Écoute, de toute façon, inquiète-toi pas, là, je dirais. Zatot, il va bien, là. Tout va bien. Alors que tu regardes que son œil gauche est bleu, que son œil droit est vert, qui est en fait le reflet d'un miroir. Et on va arrêter la game là-dessus. Hey! Malade! T'as-tu aimé ça, Annabelle? J'ai adoré ça. J'aime tellement ça, Call of Toulouse. Ouais, c'est le fun. Hey, merci aux gens. Merci aux gens qui ont écouté ce petit one-shot d'horreur qui, pour les personnes qui se posent des questions, en fait, on fait une espèce de petit recap d'après. As-tu des questions à me poser, Annabelle? C'est comme le moment. Là. Est-ce que j'aurais pu sortir par le corridor dans le premier reflet? Tu parles dans le vrai monde? Non. Quand j'ai mis le pied dans le vide, que j'étais dans le reflet du miroir, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait rien qui se passait. Puis si j'étais dans le vrai monde puis j'étais sorti par le corridor. C'était correct. C'était correct. C'était correct, mais t'as décidé de sauter par la fenêtre. Mais c'est correct. Je trouve ça beaucoup plus flashy comme ça. Ouais, moi aussi. Oh oui. Normalement, dans le fond, c'est ça, c'est que le but, c'est que c'est comme un espèce de portail qui s'ouvre, mais pour que le portail fonctionne, il faut que comme tu restes, si on veut, dans la périphérie du miroir, qui sert un peu en quelque sorte de réceptacle avec le lit. J'aurais pu aller dans la chambre de bain aussi puis m'en sauver. Oh non, ça n'aurait pas marché. OK. Non, ça n'aurait pas marché vraiment, comme plus, on va dire, dans l'appartement en soi. OK. Puis j'avais voulu aussi, à un moment donné, avant de sauter par la fenêtre, mon dernier guess, c'était de briser le miroir, mais comme ça n'aurait probablement pas été faisable. Ça aurait passé au travers. C'est ça. Mais je voulais en fait le prendre puis le coucher sur le sol. Bonne question. Je sais pas. Pour le j'aurais improvisé sur le fly à ce moment-là. C'est ça. Je me dis qu'il n'y avait plus de reflets s'il était comme couché au sol. Effectivement. J'aurais réfléchi sur le moment comment est-ce que j'aurais fait agir ça. Mais j'avais tellement pas de skills de combat que je ne pouvais plus me permettre de réaffronter le faux Riley. Double Riley, ouais. Non, c'est ça. À la base, c'est comme c'est un espèce de dans le livret, il appelle ça comme c'est un no-name cultiste, si on veut, qui surveille en l'appartement en soi, mais je trouve ça plus intéressant de le mettre en concierge puis de faire le concept avec ses yeux. Là. Fait que, pour ça, je trouvais ça plus le fun. C'est vraiment le fun. Mais oui, c'était cool. Merci, Annabelle. Merci à toi. C'était cool, hein? Je pense que mon bout préféré, c'est quand... Je pense que ça, c'est mon bout où j'ai le plus aimé voir ta face. Là. T'as fait genre... C'est quand tu t'es reviré de bord puis je t'ai dit que dans le fond, que ton double était là. Tu voyais ton double en arrière puis tu n'avais pas le réflexe. Puis là, tu t'es viré de bord puis je t'ai dit, il est là. Puis là, tu as fait genre, hein? Ouais, ça, c'était cool. Cool. Hey, le chat. Oui. Hey, merci aux personnes qui nous ont écoutés. C'est un petit one-shot comme ça d'horreur que je voulais faire avec Annabelle parce que je l'aime beaucoup puis j'aime ça Lovecraft. Oui, moi aussi. Les personnes qui sont curieuses, eh bien, c'était de Catcut. C'était bien ça, je le prononce comme du monde. On dirait que je le prononce. On dirait Catcut. C'est pas la même affaire depuis le début, mais c'est parfait. C'est Catcut. C'est C-A-T-C-O-T-T. Ouais, Catcut Collection, qui est sur DriveThru-RPG, qui est un one-to-one Call of Toulouse, 7e édition, édition 1920. À Bristol. Puis, si jamais vous êtes curieux, bien sinon, si vous avez apprécié, laissez un commentaire, commentez, partagez, faites écouter ça à des gens. Dites-leur, hey, ça s'écoute bien en audio. Effectivement, ça s'écoute super bien en audio. C'est juste nous deux qui faisons la route. Ben oui, ça se faisant la route. Et pour les gens qui sont en visuel, bien, vous avez la chance de voir le chat d'Annabelle. Et, oh mon Dieu, Seigneur qui est bon. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.